bien, voici tout simplement l'explication, en tout cas celle que je vous propose. L'explication, on va la trouver, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Aachen, à Aix-la-Chapelle. À Aix-la-Chapelle, tous les ans, il y a une grande manifestation où l'on attribue le Karlspreis, c'est-à-dire le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne qui est attribué à des grands Européens, des gens qui ont œuvré pour la construction européenne. On leur remet d'ailleurs cette médaille avec l'aigle impérial du Saint-Empire romain germanique de part et d'autre. J'agrandis cette couronne, vous voyez cette médaille, il y a marqué Carolus Magnus Romanorum Imperator Augustus, ça veut dire Charles le Grand, Charlemagne, empereur des Romains, et Auguste, c'était le titre qu'avait pris Octave, le neveu de Jules César, en moins 27 avant Jésus-Christ, lorsqu'il avait créé le titre d'impérator, ce qui veut dire d'ailleurs à l'origine le général en chef des armées. Ce Karlspreis est donc remis à des gens qui ont, paraît-il, fait grandement progresser la construction européenne. Il a été remis récemment à Madame Angela Merkel, le Karlspreis de 2009, à Monsieur Donald Tusk, le Premier ministre polonais, dont le prénom est tellement polonais d'ailleurs, Monsieur Donald Tusk, qui a eu le prix Karlspreis en 2010, à Jean-Claude Trichet, le Français, qui a été président de la BCE. Vous savez, ce Français un peu particulier d'ailleurs, puisque la première fois qu'il avait pris la parole en tant que nouveau président de la BCE, il avait parlé en anglais, bien entendu, et sa première parole avait été de dire « I am not a Frenchman ». Alors, il était français, bon. Il a triché. Ça fait penser, je fais une toute petite incidente, excusez-moi d'être bavard, mais c'est quand même très drôle et très profond. Churchill avait un gendre qui s'appelait Christopher Soames, qui était un lord, Sir Christopher Soames, et qui était comme la grande noblesse britannique, qui parlait très bien le français, d'une part, et qui était un être subtil et fin, tellement subtil et fin qu'il avait été ambassadeur de Sa Gracieuse Majesté à Paris sous De Gaulle. Il était l'ambassadeur britannique en France en 1964. Et Sir Christopher Soames avait pour habitude de dire ce qui suit, qui est très très drôle. Il faut toujours nommer un Français à la tête d'une organisation internationale, parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. C'est exactement ce qu'a fait, bien entendu, M. Trichet, qui, à peine arrivé à la tête de la BCE, a dit « I am not a Frenchman ». J'insiste sur le fait que Mme Merkel défend les intérêts de son pays. Du moins dans la mesure où Washington lui laisse les coudées libres, ce qui n'est pas le cas. Et puis, c'est M. Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Affaires de l'économie, qui a eu le prix Charlemagne en 2012. Mais revenons un petit peu antérieurement, à partir du moment où ce prix a été créé en 1950, pour être attribué au comte de Koudonov-Kalergi, qui était un géopoliticien, un théoricien d'une Europe unie. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1957, le prix Charlemagne a été attribué à Paul-Henri Spaak et en 1958 à Robert Schuman, président du Parlement européen, l'un après l'autre. Je rappelle à cette occasion ce que nous avons appris par le journal Daily Telegraph, le journal britannique du 19 septembre 2000, suite à la déclassification des documents secrets défense du département d'État américain qui a eu lieu à l'été 2000. Comme nous l'a révélé le journaliste d'investigation, qui est un des journalistes les plus sérieux du Royaume-Uni, qui s'appelle Ambrose Evans Pritchard, des documents secrets du gouvernement américain, qui viennent d'être déclassifiés, montrent que la communauté des services secrets américains, CIA, a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Ça, c'est ce que je vous disais en préambule de cette conférence. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Nous savons désormais de façon certaine que Paul-Henri Spaak ou Robert Schuman étaient en fait des agents américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQE, American Committee
for United Europe, Comité européen pour une Europe unie, provenaient des fondations Ford et Rockefeller, ainsi que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. C'est toujours la même chose en ce moment. Vous avez toujours Ford, Rockefeller, vous avez aussi PricewaterhouseCoopers, Microsoft, vous avez le complexe Mitterrand. Ce sont des fondations, ou bien la fondation National Endowment for Democracy de George Soros, qui sont des fondations qui servent de paravent aux activités des services secrets américains. Une note émanant de la direction Europe datant du 11 juin 1965 conseille au vice-président de la Communauté économique européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire. On a appris de façon certaine dans ce document, dans cet article du 19 septembre 2000, qui n'a jamais été démenti, qui a été fondé sur l'analyse des documents déclassifiés de l'administration américaine, on sait désormais de sources sûres que dès le 11 juin 1965, les services américains exigeaient du vice-président de la CE de l'époque de poursuivre l'objectif d'une union monétaire européenne. Il était même précisé que cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. De même qu'aujourd'hui, il n'y a aucun débat sur la proposition de grand marché transatlantique. Jamais, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en tout cas en France, rien. Alors qu'il s'agit, c'est une nouvelle étape dans la colonisation américaine, d'avoir un grand ensemble commercial américano-européen, évidemment dirigé depuis Washington. Et aucun débat n'a jamais lieu sur ces questions. Donc voici les gens qui ont récompensé le Cairns Prize. Mais continuons ensuite. Qu'est-ce que l'on voit? On voit notamment en 1940-87 Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, celui qui a fait bombarder le Viet Cong à Hanoï avec des bombes, vous savez, les carpet bombing. Mais vous voyez aussi, cette personnalité 3 étoiles dans le guide Michelin, mérite le voyage. En 1961, le Cairns Prize a récompensé M. Walter Hallstein, président de la Commission européenne. C'était le premier président de la Commission européenne. C'était le prédécesseur de M. Barroso d'aujourd'hui. Vous savez qui était M. Walter Hallstein? Le grand responsable du plan d'Hitler. Exactement. M. Walter Hallstein est né en 1901, mort en 1982. Il était professeur de droit, un éminent juriste nazi. Ici, on voit ce qui est écrit. Vous voyez, c'est un certificat qui date du 30 septembre 1935, aux représentants du gouvernement nazi à l'université. C'était le professeur, M. Walter Hallstein, qui écrit, en référence à mon serment d'entrée en fonction, je déclare: dans la période de l'après-guerre, c'est-à-dire l'après-première guerre mondiale, j'ai été membre des organismes suivants. Pendant la période que j'ai passée en tant qu'assistant d'avocat, Referendar en allemand, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich nazi. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux-socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, de l'Association nationale socialiste des enseignants et des maîtres de conférences. Cet éminent juriste nazi a été ensuite nommé en 1936 par le chancelier de l'université de Rostock, qui s'appelait donc, je ne sais plus comment il s'appelait, c'est le chancelier. Sur la base de l'autorité qui m'est conférée par le ministère de l'Éducation du Reich, je suis au plaisir de vous nommer au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. Je vous demande de m'informer de la personne que vous avez nommée en tant que votre adjoint, Heil Hitler, le chancelier. Voilà ce monsieur qui a fait sa carrière comme juriste nazi. Et puis figurez-vous que, le 9 mai 1938, Adolf Hitler se rend à Rome pour rencontrer Benito Mussolini afin de mettre sur pied une nouvelle Europe, une dictature européenne placée sous leur contrôle. Hitler et Mussolini se rencontrent, décident de bâtir une nouvelle Europe sans frontières qui servira les intérêts du Reich et également les intérêts des grandes entreprises, IG Farben par exemple. Et pour faire ça, eh bien, ils ont besoin d'un quelqu'un qui va préparer le plan. Parce que monsieur sait déjà, au 3e rang, bravo à lui. Du 21 au 25 juillet 1938, Walter Hallstein représente le gouvernement nazi
pendant les négociations d'État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place du cadre juridique de la nouvelle Europe. C'est lui qui a conçu la nouvelle Europe. À l'époque d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, ein Volk, ein Reich, ein Führer, toute la propagande dans les pays sous domination allemande vante les mérites de l'Europe. Échec à l'ennemi de l'Europe, ça c'est une propagande nazie en France en 1940. On voit des Stuka qui bombardent l'Angleterre, ou qui bombardent les États-Unis, qui bombardent les flottes. Ici, vous avez un autre qui est Europas Freiheit. Vous avez un soldat allemand qui se bat pour la liberté de l'Europe. Au-dessus, das neue Europa ist unschlagbar. La nouvelle Europe est invincible. En haut à droite, Europas Sieg dein Vorstand. L'Europe se bat pour ton bien-être. Officier nazi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Einstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré en politique au sein de la CDU après la guerre, il devient le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Hallstein et négocie au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne. C'est lui, l'inventeur de la construction européenne. Il co-signe le traité de Rome le 25 mars 1957 à côté d'Adenauer. Ce traité de Rome dont l'UPR, justement, prétend faire sortir la France, et si possible d'ailleurs nos amis belges, mais ça c'est à eux d'en décider. Si vous ne me croyez pas, voilà tout simplement la photo. On voit ici le traité de Rome le 25 mars 1957, on voit ici à gauche Adenauer, et juste à droite, on voit Walter Hallstein qui signe au nom de l'Allemagne. Le responsable de Das Neue Europa de Hitler et Mussolini. On vous l'avait déjà dit. Pourquoi est-ce qu'on ne vous le dit jamais? Walter Hallstein fut ensuite le premier président de la Commission européenne. De 1958 à 1967, excusez du peu, la Commission Hallstein, sous De Gaulle, le prédécesseur de Jacques Delors, le prédécesseur de Barroso d'aujourd'hui. En 1965, il présente le plan Hallstein dans lequel il préconise l'organisation d'une Europe fédérale. C'est à ce moment-là que De Gaulle va faire la politique de la chaise vide. De Gaulle, ce projet suscite un veto immédiat du général de Gaulle, c'est la crise de la chaise vide. Pendant pratiquement un an, la France n'envoie plus aucun représentant à Bruxelles. Parce que De Gaulle sait très bien qui il a affaire. Et quand dans les médias en France, et encore aujourd'hui, on dit oui, De Gaulle, quand même, il était excessif, mais c'était à ça qu'il avait affaire. Finalement, donc, Charles de Gaulle obtiendra son départ en 1967. Hallstein dégage, De Gaulle bloque le processus, malheureusement, tant qu'il sera en vie, enfin, tant qu'il sera à l'Élysée, puis après, comme vous le savez, il est évincé en 1969, après les événements de mai 68 où les Américains ont jeté de l'huile sur le feu pour faire partir De Gaulle, puisque c'était la bête noire, parce que c'était celui qui empêchait la mise au point de ce système. Et en fin de carrière, de 1968 à 1974, Walter Hallstein fut président du mouvement européen. Mouvement européen dont je rappelle l'article du Daily Telegraph que je citais à l'instant, du 19 septembre 2000, les dirigeants du mouvement européen, Rettinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul Horispac, étaient tous traités comme des employés par leurs parents américains. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont repris à leur compte un certain nombre de dirigeants nazis, plus exactement de scientifiques nazis, Werner von Braun qui avait fait les V1 et V2 à fabriquer les fusées Apollo, mais des juristes. Et les Américains qui sont des anglo-saxons. Je dis toujours, c'est quoi un anglo-saxon? C'est pas un anglais, hein? Un anglo-saxon, c'est un anglo-saxon. La Saxe, ça ne se trouve pas au Royaume-Uni. La Saxe, ça se trouve en Allemagne. On oublie toujours qu'il y a toute une tradition très importante allemande aux États-Unis d'Amérique. Boeing, Monsieur Boeing est un Allemand d'origine. Marlène Dietrich, Donald Rumsfeld. Si vous allez au Minnesota, dans le Wisconsin,
au Dakota, vous trouverez des populations qui sont d'origine allemande à 30, 40, 50, 70%. Quelle est la capitale, madame, du Dakota du Nord? Hein? Elle s'appelle Bismarck. Les Américains ont repris à leur compte les stratégies hitlériennes de domination du continent européen, et notamment le mouvement européen a récupéré à son compte Walter Hallstein. Alors on revient à cette liste du prix Charlemagne, et on en arrive à l'année 2000. Pour le passage de l'an 2000, le prix a été attribué à William Clinton, président des États-Unis d'Amérique. Ben mince alors! Vous vous rappelez de la première image que je vous avais montrée dans cette conférence où on voyait la promotion qui avait été faite du traité de Maastricht auprès des Français par le Parti socialiste, qui leur disait qu'il fallait voter oui à Maastricht pour faire contrepoids aux États-Unis. Il y avait même le dessin. Voilà-t-il pas qu'en 2000, le Karl Prize est attribué à président des États-Unis d'Amérique, M. Clinton. À Aix-la-Chapelle, ça n'est pas très loin d'ici, il y a une chapelle palatiale. Dans la chapelle, il y a un octogone. Et puis, il y a également un trône. C'est le trône de Charlemagne. Le trône de Charlemagne qui est allé voir le président Clinton au moment où il a reçu son prix en l'an 2000, accompagné d'ailleurs par le chancelier d'Allemagne, M. Schröder. Et voilà ce que dit le Spiegel, le magazine allemand du 19 mai 2000. Thron Karls der Großen, der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder bei der Karlspreisverleihung im Alpendom an US-Präsident Bill Clinton. Trône de Charlemagne, le chancelier d'Allemagne Gerhard Schröder avec le président américain Bill Clinton dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle lors de la cérémonie de remise du prix de Charlemagne à ce dernier. Charlemagne est connu comme le premier homme d'État européen et sa chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle comme le berceau de l'Europe. Mais quelle réécriture de l'histoire! Ah bon, la chapelle palatine, c'est le berceau de l'Europe. Ah bon, le premier homme d'État européen, c'est Charlemagne. Tiens donc. En fait, il s'agit d'un mythe impérial. Vous savez que Charlemagne avait repris à son compte le mythe impérial. Il s'était fait couronner le 25 décembre 800 par le pape Léon III à Saint-Pierre de Rome. Il avait un empire d'ailleurs médiéval, c'est-à-dire avec des soumissions, des hommages liges, enfin des relations de suzerain à vassaux. Mais ça correspondait en gros à la Belgique actuelle, un peu les Flandres, à la France actuelle jusque le nord de l'Espagne, et puis la moitié nord de l'Italie, et puis une partie de l'Allemagne rhénane. C'est pas du tout l'Europe. C'est un grand domaine féodal. Il avait mis la main, en effet, sur l'Italie du Nord et sur Rome. Et donc il avait passé un accord avec le pape, Léon III, et comme ces terres tangentaient du côté de la Croatie actuelle, les terres qui appartenaient à l'empereur de Byzance, qui prétendait lui-même être le successeur des empereurs de Rome, eh bien Charlemagne et puis les gens qui étaient autour de lui s'est conciliés, lui ont dit mais finalement il n'y a pas de raison de se sentir subordonné par rapport à l'empereur de Constantinople, et donc vous n'avez qu'à relever l'empire qui avait sombré en 476, l'empire des Romains. Donc c'est un mythe impérial, c'est exactement ce que l'on appelle de l'impérialisme au sens étymologique du terme. Alors pourquoi je vous parle de tout ceci? C'est parce que non seulement le président des États-Unis a eu le prix Charlemagne de très grand européen, mais qu'il a fait un discours lors de la remise de ce prix le 2 juin 2000. Et qu'est-ce qu'il a dit, le président Clinton? L'unité, je vous le traduis en français, je ne vais pas vous le dire en américain, le texte en américain est à gauche. L'unité de l'Europe est en train d'engendrer quelque chose de véritablement neuf sous le soleil. Des institutions communes plus vastes que l'État-nation, parallèlement à la délégation de l'autorité démocratique aux échelons inférieurs. On délègue au niveau supérieur aux nations et au niveau inférieur aux nations. Ben, qu'est-ce qui va devenir les nations? Et il poursuit. Je signale d'ailleurs, il est président des États-Unis d'Amérique, hein, il n'est pas européen, lui. Il fixe la politique à suivre. L'Écosse et le Pays de Galles ont leur propre parlement, se félicite-t-il. L'Irlande du Nord, dont ma famille tire son origine, a retrouvé son nouveau gouvernement. L'Europe est pleine de vie.
Et résonnent à nouveau des noms d'anciennes régions dont on reparle. La Catalogne. Tiens donc. Ce discours date de 2000. 13 ans après, la Catalogne demande son indépendance. Le Piémont, la Lombardie, la Silésie, la Transylvanie, etc. Non pas au nom d'un quelconque séparatisme, bien sûr. Sauf que si, justement, puisque 14 ans après, en effet, la Catalogne demande son indépendance et l'Écosse, qu'il a cité, demande aussi son indépendance. Donc, c'est bien au nom d'un séparatisme. Il ment. Quand il dit non pas au nom d'un quelconque séparatisme, c'est comme lorsque le Conseil général des Pyrénées-Orientales en France dit « mais non, ça ne porte pas à l'unité nationale ». Le Conseil constitutionnel en France a dit « si ». Non pas au nom d'un quelconque séparatisme, mais dans un élan de saine fierté et de respect de la tradition. Est-ce que vous imaginez que M. Bill Clinton, natif de l'Arkansas, dont la culture générale est peut-être légèrement supérieure à celle de Nadine Morano, et encore, c'est un ministre français qui brillait récemment dans le gouvernement Sarkozy pour son imbécilité, ce monsieur natif de l'Arkansas se flatte du retour de saine fierté et de respect de la tradition de la Catalogne, du Piémont, de la Lombardie et de la Silésie. Mais de qui se moque-t-on ? La souveraineté nationale est enrichie de voies régionales pleines de vie, décidément tout ça est plein de vie, qui font de l'Europe un lieu garantissant mieux l'existence de la diversité. C'est un programme politique décidé par l'empereur d'outre-mer qui a décidé du démantèlement des États-nations et il est le bénéficiaire du prix Charlemagne.